Salut à toi, camarade technophile. Aujourd'hui, un cours sur l'asservissement des systèmes du premier ordre. Voilà donc à quoi va ressembler notre plan. Donc, on va commencer par une introduction, on fera le point sur qu'est-ce qu'un signal fréquentiel. Ensuite, on verra les équations différentielles du premier ordre avec l'allure des courbes qui vont nous correspondre. On fera le point sur la fonction de transfert, son analyse et la partie qui va nous intéresser après, donc la régulation, l'asservissement en boucle fermée. En termes d'introduction, on parle donc ici de fonction de transfert. Une fonction de transfert, c'est ce qui va faire le lien entre la sortie, la réponse de notre système, avec l'entrée, la commande de notre système. Ce lien ici se fait via des signaux fréquentiels. Il faut bien faire la distinction entre les deux. Qu'est-ce que des signaux fréquentiels? Eh bien, des signaux fréquentiels, si on prend l'exemple ici à droite, d'un signal temporel en forme de créneau, on voit qu'il peut se décomposer comme la somme de plusieurs sinusoïdes qui apparaissent ici en verte. Chaque sinusoïde ici a une fréquence dédiée sur le spectre fréquentiel. On voit que le plus important ici en amplitude, ce qu'on appelle l'harmonique de rang 1, le fondamental, correspond à la fréquence de notre signal ici, qui est de 1 Hz, parce que la période dure 1 seconde. Donc ici, pour 1 Hz, j'ai l'amplitude la plus grande. Ensuite, pour se rapprocher du signal en rouge, on vient rajouter une somme de sinusoïdes. Et pour une infinité de sinusoïdes, on a quelque chose qui est relativement proche du signal rouge. Tout ceci est lié à une décomposition en série de Fourier. Ensuite, un point sur les équations différentielles. Alors, on part ici d'équations différentielles du premier ordre. Les équations différentielles du premier ordre sont celles qui font intervenir la dérivée première d'une fonction. Cette fonction, ici, est variable de t, variable du temps, et pourrait très bien être n'importe quel signal physique. On écrit donc la dérivée sous la forme d de f de t sur dt, ou bien f' de t, ou f point. Tau, ici, est ce qu'on appelle la constante de temps de notre système en secondes. F de l'infini est la valeur finale de notre fonction, et f de 0, sa valeur initiale. Une solution de l'équation différentielle est de la forme suivante. En vert ici, f de l'infini moins f de l'infini moins f0, facteur de l'exponentielle moins t sur tau. Alors, ce qui est important de retenir, c'est l'allure des courbes. Pour un système stable, on part du principe que tau, la constante de temps, est positive. Dans le cas où notre valeur finale va être supérieure à notre valeur initiale, on va avoir une croissance sous cette forme-là. Et dans le cas où on a une valeur finale inférieure à notre valeur initiale, on a une décroissance de cette forme-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle de croissance et de décroissance en fonction d'une réponse à une entrée qui est donnée. Cette entrée, ici, c'est une entrée indicielle, donc un échelon, qui va partir de la valeur initiale vers la valeur finale en un instant t, ici, égale 0, et qui va prendre un temps suffisamment petit pour être négligé. Donc on part de l'idée qu'on fait un échelon, et notre système met du temps à réagir. Alors, comment on pourrait déterminer la constante de temps? Tau à l'aide justement de l'allure de la courbe. Eh bien, c'est relativement simple. Si on est capable de prendre ici, en t égale 0, la dérivée, on aurait donc la tangente à l'origine. Et au moment où cette tangente va croiser la valeur finale, on aura donc le temps tau correspondant à la constante de temps. Alors, une autre manière de faire, et ça c'est lié à l'aspect mathématique de la réponse d'un système du premier ordre, une autre manière de faire, ça serait de prendre donc 63% de la valeur finale moins la valeur initiale, et donc à 63%, on atteint
sur notre courbe rouge, la constante de temps. Et une autre manière de faire encore, c'est à 95%, ici, quand on croise notre courbe rouge, notre courbe de réponse, on est à 3 taux, donc à 3 fois la constante de temps. Alors ici, je vais rappeler certaines durées et valeurs relatives donc, de la sortie. Donc, ce que je viens de dire, 63% de la sortie correspond à une constante de temps, 95% à 3. Au bout de 5 fois la constante de temps, on est à 99,3% de la valeur finale, donc on est quasiment arrivé à un régime stable. Hein. Et puis donc pour 10 taux, on est à 99,995, et forcément, quand on va tendre vers l'infini, on sera à 100%. Maintenant, un point sur la fonction de transfert. Donc, on peut réécrire l'équation différentielle vue juste auparavant sous la forme taux, donc la constante de temps, facteur de la dérivée première de S de t ici. S de t, c'est le signal de sortie de notre système, plus S de t égale K, un gain quelconque, donc c'est-à-dire quelque chose qui sera multiplicatif de E de t. E de t, notre signal d'entrée. Donc les deux constantes taux et K sont les nombres réels, en général positifs. Taux est la constante de temps du système et K est appelé le gain statique. On peut également réécrire ça sous la forme d'une fraction. Une fraction de signaux complexes. La fonction de transfert s'écrit toujours comme étant la fraction du signal de sortie sur le signal d'entrée. Mais comme je vous l'ai dit, on parle de signaux fréquentiels. Sans rentrer dans une utilité qui pourrait apparaître après, mais qu'on n'a pas encore vue, ça serait la fonction, l'aspect Laplace. Ici, on n'a pas vu Laplace, et donc, on va utiliser les signaux complexes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'un signal complexe ici, en fonction de j oméga, fait apparaître donc oméga. Oméga étant une pulsation, c'est bien un aspect fréquentiel. Vous vous rappelez, hein, le lien entre oméga et f, oméga égale 2πf. D'accord? Donc cette équation se présente toujours sous une forme canonique. Alors, qu'est-ce que canonique? Ça veut dire que le signal, la variable ici, le terme qui n'est sans j oméga, donc la partie réelle de notre dénominateur, doit être égale à 1. Donc on essaye de s'arranger pour toujours remettre notre équation sous cette forme-là. Ça nous permet d'avoir donc un gain au numérateur, et taux, ici la constante de temps qui apparaît au dénominateur. Alors justement, d'un point de vue analyse, qu'est-ce qui va nous intéresser? La première chose qui va nous intéresser, c'est le gain de notre système. Le gain de notre système, c'est le gain donc, de notre fonction de transfert. On écrit de la même façon ici. Et donc, c'est en haut une valeur réelle, donc on garde. Et puis en bas, c'est un nombre complexe. Donc j'ajoute le carré de la partie réelle et de la partie imaginaire. Et j'en prends la racine. Vous vous rappelez comment récupérer la norme d'un nombre complexe. Deuxième point qui va nous intéresser, c'est ce qu'on appelle l'argument, c'est-à-dire l'angle, la phase qu'il va y avoir entre notre signal de sortie et notre signal d'entrée. Est-ce qu'il y a un déphasage lié à notre système? La même chose, on part donc de l'argument de notre fonction de transfert. Cet argument, il est lié à ce qu'on appelle donc une soustraction de la partie du numérateur moins la partie du dénominateur. À partir de là, on se retrouve alors avec quelque chose de la forme moins arctangente de oméga tau. Le diagramme de Bode, lui, répond à la question justement comment va varier le module en fonction de la fréquence. C'est relativement simple à tracer. Déjà, première chose qui va être utile, vous allez voir, pour rendre
le tracé un peu plus linéaire, ça sera de mettre l'axe des fréquences, donc ou pulsation, donc soit F, soit oméga, sous forme logarithmique. C'est l'axe des abscisses. L'axe vertical, pour le gain, sera en décibels. C'est-à-dire qu'on va prendre 20 log base 10 de G. Donc le diagramme asymptotique d'un système du premier ordre aura une première asymptote horizontale pour toutes les fréquences inférieures à la pulsation de coupure. Ensuite, par la démonstration suivante, on voit qu'il y aura une asymptote oblique, donc une décroissance, de moins 20 décibels par décade. Ce qui veut dire que entre deux décades, une décade étant un facteur 10, c'est-à-dire quand je passe d'une fréquence à 10 fois cette fréquence, je vais décroître de 20 décibels. Cette décroissance a lieu uniquement après la pulsation de coupure. Les deux asymptotes se croisant donc à cette fréquence de coupure ou pulsation de coupure. D'accord ? Ici, en pointillé rouge, c'est le diagramme asymptotique. En bleu, on a le diagramme réel. Donc vous voyez que aux extrémités, aux asymptotes, les deux se correspondent. Par contre, ici, au niveau de la fréquence de coupure, il y a un petit décalage qui est toujours égal à moins 30 décibels. On reviendra là-dessus. D'un point de vue phase, vous voyez que pour un système du premier ordre, plus les fréquences sont grandes, plus on va tendre vers un décalage de moins 90 degrés. Et pour la fréquence de coupure, on est à moins 45 degrés. Quelques points particuliers que je viens donc de dire. On voit apparaître un certain nombre de points, bien pratiques pour tracer avec précision le diagramme de Bode. Donc le premier, pour la fréquence de coupure, pulsation de coupure, on a donc un décalage de 3 décibels de notre système réel en dessous de l'asymptote horizontale. Pour un octave avant la coupure, on est à 1 décibel. Et pour un octave après, donc un octave étant toujours un multiple de 2 de notre fréquence, on est à 7 décibels. Ici, d'un point de vue courbe de phase, donc je l'ai dit, quand on tend vers 0, on a un déphasage nul. Quand on tend vers l'infini, on a un déphasage de moins pi sur 2. Et quand on est à la fluctuation de coupure, on est à un déphasage de moins pi sur 4. Maintenant, on va justement rentrer dans l'aspect régulation d'un système du premier ordre. On va donc faire apparaître la notion de boucle de régulation et de notion de boucle fermée. Donc on a toujours notre aspect entrée-sortie. Cette fois-ci, l'entrée est une consigne qui est normalement dans la même grandeur que la grandeur à réguler la sortie. Ici, c'est un comparateur qui va justement faire le lien entre notre entrée et la valeur de sortie. Donc, epsilon ici représente un écart entre ce que l'on veut et la réponse de notre système. La première chaîne ici, ce qu'on appelle la chaîne directe, c'est notre système. C'est le A ici, c'est notre système en boucle ouverte, auquel on peut rajouter un régulateur, mais dans un premier temps, on n'en parlera pas. Ici, la chaîne retour, ça va être notre capteur. Soit il a une réponse unitaire, c'est-à-dire qu'il est lié directement à notre grandeur régulée, sa sortie est la même que la grandeur à réguler, et donc le gain est nul, enfin le gain est à 1, et donc on a la même correspondance. Soit alors il y a une fonction de transfert également dans notre capteur, et donc là il faut en tenir compte. La nouvelle fonction de transfert de notre système, donc qui va faire intervenir le comparateur, notre chaîne directe et notre chaîne retour, donc S sur E, comme si ça c'était une nouvelle boîte dans laquelle on mettait un nouveau système, et s'écrit de la manière suivante. Donc la chaîne directe sur 1 plus la chaîne directe fois la chaîne retour. Donc si la chaîne retour est unitaire, on peut l'enlever. Justement, un exemple.
Prenons un exemple d'un système, d'une application thermique. Là, on peut imaginer qu'on essaye de faire chauffer une pièce à l'aide d'un radiateur électrique ou d'un four industriel, n'importe quoi. Alors pourquoi je dis que c'est une application thermique? Parce que ici on voit que la constante de temps est relativement grande, 600 secondes, donc une dizaine de minutes. Donc c'est un système qui met du temps avant d'atteindre un système stable, c'est-à-dire avant qu'il atteigne sa valeur finale. J'ai ma fonction de transfert, toujours sur la même forme, donc un gain. J'ai pris égal à 100 ici. Et puis 1 plus j oméga tau. Alors qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie que ici j'ai une température de 20 degrés. J'envoie une consigne échelon. La notion ici qui est importante, c'est qu'en boucle ouverte, la grandeur d'entrée n'est pas forcément la même qu'en grandeur de sortie. Grosso modo, ça veut dire quoi? Eh ben, ça veut dire que ici, j'ai allumé mon radiateur à fond et je vois comment la température agit, enfin monte dans ma pièce ou dans mon four. Ici, j'ai un aspect un peu tout ou rien, forcément. On pourrait aussi imaginer que je mette ici un échelon de 20% ou de 50%. Forcément, il y aura une croissance un peu moindre. Ce qui est important ici à noter, c'est le diagramme de Bode. Donc si j'étais capable de tracer ici une tangente, ben j'atteindrai une certaine valeur que je connais parce que je l'ai fixée. Donc je sais que ça vaut 10 minutes. Donc normalement, au bout de 10 minutes, ici, j'ai ma constante de temps. J'arrivais à la tracer. Donc ici, à ce point-là, je suis à 63% de la valeur finale, moins la valeur initiale. Je retrouve cette valeur, mais sous forme de pulsation de coupure, à un moment ici, entre le démarrage, donc à une fréquence quasi nulle, moins 3 décibels, donc par ici, je dois avoir une pulsation de coupure qui correspond à mes 10 minutes, donc 1 sur 600 secondes. Imaginons maintenant que je vienne boucler mon système. Donc je viens mettre un capteur, je dis qu'il est retour direct ici, veut dire que c'est un retour unitaire, donc il n'a pas de gain. Je n'ai pas mis de régulateur, donc vraiment la manière la plus simple, c'est-à-dire d'avoir un retour sur notre système de chauffage. Donc je repars du principe que la nouvelle fonction de transfert sera celle en boucle ouverte sur 1 plus la celle en boucle ouverte. Je réécris ma fonction de transfert. Je remets ici au même dénominateur. Donc je vais avoir 1 plus j oméga tau. Les 1 plus j oméga tau se simplifient, donc j'arrive sur cette nouvelle formule. Et puis, pour simplifier, je réécris tout sous forme canonique, avec k' étant k sur 1 plus k, donc environ 1, parce que ici k c'est 100, donc 100 sur 101, donc environ 1, et tau', la nouvelle constante de temps, étant tau sur 1 plus k, donc environ 6 secondes. Ça reste de la théorie, parce que du coup, le tracé de la réponse indicielle de ce nouveau système est la suivante. Vous avez donc un système qui mettait environ tout à l'heure une dizaine de minutes pour atteindre 63% de la valeur finale. Et ici, en théorie, en 6 secondes, j'ai atteint la valeur finale. Je dis bien en théorie parce que dans un système thermique, il y a des choses à prendre en compte en plus. Mais cette théorie s'applique également au système électrique, de régulation de position ou d'asservissement en vitesse. Et cette théorie s'applique toujours de la même façon. Voilà pour ce cours. Je vous remercie.